Assez dense qui se focalise sur le déploiement via Terraform sur Azure sur des images qui sont packagées avec Packer et instrumentées avec Ansible. C'est ça, Étienne? Tout à fait, tout à fait. Donc l'objectif, en fait, c'est de faire un scénario un petit peu monde réel et d'avoir quelque chose où on va justement utiliser 3 produits différents pour contrôler de l'Azure, pour faire des choses peut-être différentes de ce que vous pouvez avoir l'habitude de faire si vous venez du monde on-prem, ou même si vous faites aujourd'hui de l'Azure, mais dans des façons, on va dire, un peu plus traditionnelles. Là, on est sur une stack qui est complètement open source, donc je vais la présenter, je vais vous faire des démos sur chacun des produits, et ce que je vais vous montrer, et ce que je vais vous donner aussi, c'est comment on peut utiliser Azure DevOps pour piloter tout ça, et justement déployer de manière continue une VM avec une image, et éventuellement faire une post-configuration avec Ansible derrière. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Donc moi, je me présente, je suis Étienne Deneuve, donc je suis bientôt Cloud Solution Architect pour l'Alliance Azure chez NetApp. Je commence le 4 mai. Et je suis aussi donc Microsoft MVP Cloud et Data Center Management depuis maintenant 2 ans. Et je suis aussi membre de Clouder City, qui est une association pour promouvoir l'ajout de la différence dans l'informatique, notamment les femmes, les diverses minorités ethniques, etc., etc. Et aussi la neurodiversité, j'en passe. Voilà. Donc, hop, si j'arrive à mettre la slide suivante, voilà. Donc une petite photo de moi, même si vous m'avez déjà. Donc pour me présenter rapidement, donc moi en fait je suis un grand fan de l'automatisation depuis que j'ai démarré l'informatique avec un 286 dans les années 90. Donc je suis pas très vieux, j'étais vraiment pas vieux à l'époque. Et du coup, quand le DevOps et l'infrascode est arrivé, j'ai commencé à jouer avec Terraform, Ansible, Packer et tout un tas d'autres choses comme PowerShell, ce genre de choses. J'ai occupé plein de postes différents. Pour ceux qui me connaissent, ils pourront le dire. De technicien de maintenance à domicile jusqu'à architecte, en incluant des rôles pré-sales et des rôles de management depuis 2006. Voilà, donc vous pouvez me suivre sur Twitter, donc je l'ai mis ici, là, donc Étienne des Infos. Vous pouvez me parler, je mange personne et je réponds quasiment à tout le monde. Voilà. Hop, alors on y va. Donc du coup, l'agenda, il est simple. On va avoir du Packer, on va avoir du Terraform et on va avoir de l'Ansible. Alors, on va voir un petit peu le rôle de chaque produit tel que moi je les conçois. Alors après, ça sera peut-être pas une vérité pour tout le monde, mais moi c'est comme ça que je les utilise au quotidien. Et donc Packer, je m'en sers pour créer des images immutables. Donc du coup, on reviendra là-dessus. Terraform, je m'en sers pour déployer de l'infrastructure. Et Ansible, je m'en sers pour configurer cette infrastructure dans le cas où on aurait des petites modifications à faire après. Parce qu'évidemment, le but avec Packer, ça va être de créer des images qui sont déjà prêtes avec un maximum de choses. Mais il peut y avoir des petites différences, par exemple changer un hostname, ça peut être mettre une nouvelle version de la page web, ça peut être des choses comme ça. Donc nous, on va faire un scénario simple. Donc Packer, je vous l'explique rapidement. Donc c'est un outil qui est totalement open source et totalement gratuit pour l'utilisation. Il tourne sur Windows, macOS et Linux. Et il vous permet de créer des images spécifiques pour Azure, AWS, GCP, VMware, Hyper-V. Et il y en a tout un tas d'autres que j'oublie parce qu'il y en a vraiment un paquet. Il est assez simple à utiliser parce qu'en fait, vous avez juste à télécharger donc, le petit binaire qui se trouve sur packer.io/download. Donc il y a des versions pour FreeBSD, il y a des versions pour Linux, etc. Donc c'est juste un exécutable en Go à télécharger, à mettre dans votre pass pour qu'il puisse être exécutable. Et c'est tout. Et ensuite, je vous ai mis un petit lien vers la doc. Les slides, on vous les communiquera par la suite, je pense, donc vous pourrez cliquer directement sur les liens. La doc, elle est plutôt bien faite, plutôt claire. Et donc voilà. Donc
on va passer rapidement là-dessus. Ensuite, Terraform. Donc Terraform, c'est un produit qui est open source, mais qui aussi propose des souscriptions Enterprise. Donc il faut contacter la société HashiCorp pour pouvoir les avoir. Moi, je vais m'attarder plutôt sur la version open source qu'on utilisera ici, parce qu'on n'a pas toujours besoin des versions Enterprise dans plein de cas. Donc ça tourne aussi sur Windows, macOS et Linux. C'est pareil, même principe. C'est un exécutable en Go qu'on installe, qu'on met dans son pass. Une fois qu'il est rajouté dedans, on peut contrôler de l'Azure, de l'AWS, du GCP, du Kubernetes et plein d'autres choses. Moi, j'ai fait des scénarios pour contrôler du DNS bind avec Terraform, par exemple. On peut aussi contrôler des routeurs divers et variés. Enfin, on peut vraiment contrôler tout un tas de choses avec. Et il utilise un langage propriétaire, enfin propriétaire, non, il n'est pas propriétaire, il est open source, qui est un langage qui s'appelle le HCL, donc le HashiCorp Configuration Language. Pareil, pour l'utiliser, vous allez sur le site donc terraform.io, dans la rubrique Download. Vous choisissez la plateforme qui correspond à ce que vous utilisez, et après, vous allez commencer à lire la doc. Et donc là, par contre, il y en a énormément, parce qu'il y a quand même, au dernier recensement, je crois qu'il y avait plus d'une centaine de providers différents. Voilà, on reviendra sur ces mots-clés après. Ansible, donc il est open source, mais aussi disponible sous forme de souscription auprès de Red Hat. Il fonctionne sur Linux et macOS de manière native au travers de Python. Par contre, si vous voulez l'utiliser sur Windows 10, ça marche très bien, ou Windows Server aussi, ça marche. Il vous faudra impérativement utiliser le Windows Subsystem Linux. Ansible, il est capable de contrôler vraiment beaucoup de choses pour faire de la configuration de tous ces devices. Par exemple, pour le réseau, moi j'ai un MikroTik à la maison qui est juste derrière, là, je ne sais pas si vous le voyez. On peut le contrôler avec. Quand j'étais chez Dell, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait aussi des modules pour contrôler de l'Open Manage, des choses comme ça, pour pouvoir contrôler justement la manière dont on va provisionner ces serveurs à tous les moments peu importe la couche de l'infrastructure qu'on va vouloir attaquer. Alors on peut l'utiliser aussi pour faire du déploiement dans Azure, AWS et autres, mais moi je suis pas trop fan, parce qu'en fait je trouve que c'est un peu tordre l'outil. À la base, il a été pensé pour faire du configuration management, pas pour faire du déploiement d'infrastructure. Donc configurer une infrastructure, oui. La construire, je ne suis pas super fan. Donc pour l'installer, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vous invite à suivre le guide qui est sur la doc. Il est plutôt bien fait. Il y a pas mal de plateformes qui sont disponibles dedans. Pour la partie documentation, donc c'est docs.ansible.com, donc elle est assez complète. Il y a des modules pour contrôler aussi du Windows, parce que souvent on me pose la question, mais tu fais de l'Ansible alors que tu configures des serveurs Windows, c'est pas un peu une hérésie? Non, pas du tout. Tout simplement parce que, par exemple, si on prend PowerShell DSC c'est très bien, mais il y a des choses qui vont être très complexes à faire avec, alors que si vous utilisez Ansible, ça va être très simple. Et au travers d'Ansible, on est capable de déclencher du DSC, donc PowerShell Desired State of Configuration, pour configurer donc justement nos serveurs sous Windows. Voilà. Alors ensuite, nous ce qu'on veut aujourd'hui, c'est simple. On veut faire une build. Ensuite, on veut déployer cette build et on veut la configurer. Donc, pour pouvoir faire ça, je rajoute un outil supplémentaire qui s'appelle Azure DevOps. Donc, anciennement, il s'appelait VSTS ou encore TFS, donc Team Foundation Server ou Visual Studio Team Services. Il est gratuit pour 5 utilisateurs, donc ça c'est intéressant de le savoir. Il nous permet d'avoir accès à du CI/CD sous forme de pipeline et aussi d'avoir des repos, donc plutôt GitHub aujourd'hui, même si on supporte encore les anciens modes qu'on pouvait avoir par le passé. Voilà. Hop. Donc maintenant on va passer à la partie démo. Donc la démo, vous pouvez la jouer chez vous. Elle est complètement open. Vous pouvez la récupérer directement en allant sur dev.azure.com/Etienne Deneuve/DevOps Training. Et donc, si vous allez là-dessus, alors, je vais avoir besoin de la confirmation de mes collègues qu'on voit bien mon écran. Non, il ne veut pas. Voilà, c'est bon. Tac, on y va.
Donc Azure DevOps, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc on va revenir sur l'écran d'accueil. Donc ça, vous pouvez y accéder directement, c'est open, hein. Servez-vous, faites-vous plaisir. Donc nous, ce qu'on va avoir besoin, c'est la fonctionnalité repo. Pourquoi les repos? Parce qu'on va vouloir justement construire quelque chose de monde réel. Donc du coup, on va utiliser Git pour pouvoir stocker tous nos fichiers de configuration et d'infrastructure as code. Donc on va commencer par la partie Packer. Et donc ce que je vais vous montrer, c'est déjà à quoi ressemble un fichier Packer. Donc on va aller plutôt dans Visual Studio Code, parce que ce sera plus joli. Hop, donc je l'ai ici. Hop, donc Packer. Packer, à quoi ça ressemble? C'est un fichier JSON. Alors dans la dernière version, on commence à avoir le support du HCL, donc le fameux HashiCorp Configuration Language. Je ne l'ai pas fait là parce que pour l'instant, il n'est pas encore, je dirais, tout à fait sec. Et donc, dans l'idée, je préfère vous montrer quelque chose qui fonctionne et qui fonctionnera chez vous, sans avoir de problématiques à gérer. Alors, comment ça s'articule un fichier Packer? C'est assez simple. Il y a 3 parties obligatoires. La première partie, elle est, bref, je viens de dire qu'elle était obligatoire, mais en fait non, elle n'est pas obligatoire, ce sont des variables. Les variables, bah, tout simplement, ça va vous permettre de variabiliser votre template Packer pour faire en sorte de pouvoir changer des attributs à la volée sans avoir besoin d'aller modifier le code qui est en bas. Ensuite, donc là, moi, par exemple, ici, j'ai indiqué, donc les 4 premiers sont nécessaires pour pouvoir fonctionner avec Azure. Donc, le client ID, le client secret, le tenant ID. Hop, on me dit qu'il faut faire plus grand, sinon vous n'allez rien voir. Hop, je pense que là, on est pas mal. Tac. Donc, client ID, c'est bon, ouais. Parfait. Donc le client ID, le client secret, le tenant ID, le subscription ID, ça c'est des éléments que vous pouvez retrouver donc, dans Azure. Donc il va falloir créer ce qu'on appelle un Azure Service Principal. Et donc ça va vous permettre de pouvoir récupérer le client ID et le client secret. Une fois que vous avez cet utilisateur fictif, vous allez pouvoir donc justement l'associer à votre souscription et donc récupérer l'ID de votre souscription. Et en même temps, vous allez devoir lui donner l'ID de votre tenant Azure. Le tenant Azure, c'est tout simplement l'identité sous forme d'un GUID de votre Azure AD. Voilà. Donc là, on les met en variable, évidemment, parce qu'on va pouvoir avoir plusieurs souscriptions là où on travaille, on peut avoir plusieurs souscriptions, plusieurs tenants. On peut travailler pour plusieurs clients si on est dans des sociétés de services. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir des templates qui puissent être réutilisables d'un client à un autre sans avoir besoin de réinventer la roue systématiquement. Ça permet d'avoir une inspiration et de pouvoir aller plus vite. Le ressource group name, donc là tout simplement c'est où est-ce qu'on va les positionner les ressources, c'est comme ça que je vais l'utiliser. Le nom de l'image, donc ça le nom de l'image je vous montrerai après comment on l'utilise, et la taille de la VM. Alors, sur Packer, comment se passe le process? Le process il est assez simple. Packer il va se connecter à Azure, il va créer d'abord un key vault, il va créer un resource group, il va créer un key vault, il va créer une machine virtuelle pour pouvoir lancer le process, et donc il va s'y connecter soit en WinRM, soit en SSH en fonction de si vous déployez des Windows ou des Linux. En fonction de ça, il va ensuite dérouler toutes les étapes qu'on a ici dans Provisionnaire. Donc il va exécuter chacune des commandes les unes après les autres. Je vous montrerai le log dans Azure DevOps justement. Donc là, moi, j'ai fait simple. J'exécute un apt-get update, un apt-get upgrade avec un -y pour que ça se passe en mode silencieux. Et à la fin, je déprovisionne le Windows Azure agent. Donc parce qu'avant, Azure s'appelait Windows Azure. Et donc l'agent Linux s'appelle toujours Windows Azure agent. Et donc on a besoin de le déprovisionner pour faire en sorte que au moment du démarrage de notre VM qu'on va créer à partir de ce template, il puisse réinstaller l'agent directement avec les outils natifs d'Azure et lui donner son bon nom, etc., etc. Donc ça, c'est une commande qui est tout à fait obligatoire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a de sympa dans ce template? Donc là, on pourrait avoir plusieurs blocs. Hein. Si je reprends ce bloc ici, que je le copie, je mets une virgule parce que c'est du JSON, et là, j'exécute autre chose, il va exécuter cette commande. Donc bien évidemment, ici, on pourrait faire l'apt-upgate. Donc là, je vais supprimer cette ligne. Hop, là, je fais comme ça. Ça marchera de la même façon, sans aucun problème. Bon, j'enlève la virgule ici, sinon ça ne marchera pas. Hop, un petit coup de formatage, et voilà, on est bon. Donc,
Ensuite, qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est la partie builder. La partie builder, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'ici, vous pouvez avoir, donc là, Azure, par exemple, mais vous pouvez mettre avant, par exemple, si vous avez de la WS chez vous et que vous gérez de la WS, vous pouvez faire la même chose. C'est-à-dire que vous allez mettre les options pour AWS à cet endroit-là, avec une virgule. Et donc, automatiquement, Packer, lui, va se connecter à AWS en utilisant vos credentials, créer un template dans AWS, un template dans Azure, en même temps et en parallèle. Donc comme ça, vous avez des images identiques, que ce soit Azure ou AWS ou même VMware, ça fonctionnera aussi. Voilà. Donc ensuite, les variables que j'ai mis là-haut, en fait, il va falloir les utiliser dans ce builder. Donc là, ici, par exemple, j'ai cette syntaxe avec les doubles accolades. Donc user, parce que c'est une variable qui provient de cette partie. On peut utiliser ici aussi le mot-clé env, hop, comme ceci, pour pouvoir aller le récupérer dans les variables d'environnement et non pas dans les variables spécifiées par l'utilisateur. Donc là, donc ça c'est les mêmes éléments, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ici on a le type d'OS, est-ce qu'on est sur du Linux ou du Windows? Donc là si vous êtes sur Windows, il faudra indiquer Windows. Image publisher, donc ça on va en parler rapidement. Ces trois éléments-là, vous ne pouvez pas les inventer. Il va falloir utiliser Azure pour pouvoir récupérer justement quel type de publisher vous avez dans votre souscription, quel type d'offre vous avez par rapport à ce publisher et quel type de SKU vous avez pour cette offre. Ensuite, on a besoin, parce que nous, on va fonctionner avec des images managées. Donc ça, les images managées, c'est un système qui est arrivé il y a maintenant 2 ans, à peu près, de mémoire. Marius, tu me confirmes? C'était il y a 2 ans à peu près, les images managées, si je dis pas de bêtises. Oui, ça doit être bien ça, oui. Ouais, 2 ans, hein. Il me semble bien. Et donc en fait, les images managées par rapport à ce qu'on avait avant, c'est beaucoup plus simple à gérer en fait, parce qu'on n'a plus besoin d'un compte de stockage, on n'a plus besoin de tout ça. C'est Azure qui le gère à notre place. Donc là, ici, nous, il va falloir qu'on lui indique où est-ce qu'il va aller la créer. Donc c'est là où on va utiliser notre fameux resource group name, donc là, la variable, et on va lui donner un petit nom, donc par rapport à notre image name qu'on avait ici. Alors ensuite, donc là, on peut rajouter des tags si jamais vous avez besoin, et donc l'image que vous allez créer sera taguée à la fin. Les ressources que vous allez déployer seront taguées également, mais comme elles vont être détruites, ça n'apporte rien en fait. C'est juste l'image à la fin qui va être taguée correctement avec tous les tags que vous pouvez avoir dans votre entreprise si vous gérez déjà de l'Azure. Alors, location, ça je reviens peut-être dessus. Attention, quand vous créez des images, si vous avez besoin de les copier d'une souscription à une autre, si vous êtes au sein de la même région, ça va être plus simple que si vous êtes sur des régions différentes. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste que c'est plus compliqué. Si jamais vous avez besoin d'aide sur ce point-là, vous me pingez sur Twitter, ou LinkedIn ou autre, et je vous donnerai un bout de script qui vous permettra de faire cette copie cross-subscription. Alors bien sûr, il y a un composant aussi qui s'appelle Image Shared Gallery dans Azure. Sauf qu'aujourd'hui, quand on l'utilise dans un process de CI/CD, donc Continuous Integration and Continuous Deployment, la problématique qu'on va avoir, c'est que la synchronisation entre les différentes régions, entre West Europe et North Europe par exemple, ce n'est pas quelque chose que vous avez sous votre contrôle et ce n'est pas quelque chose qui est fait en mode synchrone. C'est de la synchrone et donc à partir de ce moment-là, vous allez dire, voilà, j'ai rajouté une image en West Europe et la réplication va démarrer. Sauf que vous ne savez pas quand la réplication va se terminer. Donc dans un process de CI/CD, on a besoin de choses déterminées, ça ne peut pas fonctionner en fait. Et donc du coup, c'est très compliqué. Donc si vous avez besoin, contactez-moi, j'ai un script qui fait ça bien en mode Azure CLI tranquillou, et je vous le donnerai, ou sinon j'écrirai peut-être un article de blog, un de ces quatre là-dessus. Voilà. Alors, le dernier point pour notre partie Packer et le builder Azure, la taille de la VM. Parce que la taille, dans le cas de Packer, ça compte énormément. Parce que si vous prenez une machine trop petite, vous allez avoir un process qui va durer 4 heures, et ça va être très très long et très pénible. Donc, mettez des tailles correctes. Mettez pas non plus des machines avec 60 Tera de RAM pour faire du SAP, mais mettez quand même des machines raisonnables avec à minima entre 4 et 8 Go de RAM et plutôt du SSD que du disque standard HDD. Ce sera plus rapide pour vous et donc du coup votre build durera moins longtemps et donc ce sera moins pénible. Voilà, donc ça c'est une petite astuce là-dessus.
Et souvent, en plus, ça coûte moins cher parce qu'en fait, si vous avez qu'une heure de compute versus 4 heures de compute, même si la taille de la VM est plus grosse, en fait, c'est moins cher. Voilà. Donc ça, c'est Packer. Donc le fichier, bien entendu, vous pouvez le récupérer pour pouvoir le regarder de votre côté. Étienne, Oui. Est-ce qu'on pourrait te passer déjà une question Bien ou sûr, bien une sûr. remarque? Comme ça, on Vas-y. gagne en agilité. Michel Perfetti dit, mon seul souci, c'est que Packer passe par une IP publique par défaut. Ne pas oublier de passer en VNet au builder pour que les flux sortent pas de votre réseau. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une option qui avait été rajoutée parce qu'au départ, c'était pas possible. On a la capacité maintenant de pouvoir faire en sorte d'utiliser des IP publics et non pas des IP privés. Après, dans ce cas-là, là, moi, dans ma démo, j'utilise des agents Azure DevOps qui sont fournis par Azure DevOps, donc qui ont besoin de l'IP public. Ils ne sont pas dans mon réseau. Ça se fait aussi. Mais effectivement, on a la capacité de le faire, c'est mieux de le faire. Là, dans la démo, c'est pas ce que j'ai fait. C'est complètement du public. Après, je pars du principe que si on est sur du WinRM ou du SSH, on utilise des clés. Bon, là, c'est pas le cas, j'utilise pas des clés qui passent par le key vault, etc. La machine va durer à peu près 1 heure de vie sur Internet avec uniquement le port SSH d'ouvert avec une clé SSH qui est assez longue et qui est randomisée. Il y a un paragraphe dans Packer où ils expliquent la manière dont ils randomisent tous les éléments, les mots de passe, etc. Je pense que exposer une VM qui va être détruite pendant une demi-heure sur Internet, c'est pas non plus si grave que ça, quoi. On n'est pas sur une VM qu'on va déployer, on est sur un template qu'on est en train de créer. Moi, j'ai eu des soucis chez un client en essayant de faire des choses comme ça, justement, parce qu'ils avaient trop de proxy et de choses comme ça. Et du coup, ça ralentissait énormément le temps de déploiement. Donc, on passait du simple au double. Quand on était sur de l'Azure en direct, sans proxy, sans rien, on avait un process qui durait une demi-heure. Quand on était sur le réseau local, on était à 2 heures. Donc, le choix a été arbitré par la Sécu aussi, de dire, OK, bah, on va créer les images à l'extérieur et on les utilise après en interne, non exposés. Donc après, voilà, les deux, ça dépend de comment vous voulez fonctionner. Mais vous pouvez le faire, effectivement. Ça répond à la OK. question de Michel? Oui, oui, c'est une remarque cohérente par rapport à sa remarque, effectivement. Merci. Je te laisse continuer du coup. Merci. Alors du coup, comment ça va se passer pour pouvoir justement déclencher cette build packer au travers d'Azure DevOps? Donc j'utilise les releases au nouveau format, donc YAML. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles me permettent d'être stockées dans le repo, contrairement au modèle d'avant où en fait on n'avait rien dans le repo, donc on ne pouvait pas savoir ce qui se passait sans aller sur le portail web. Et donc en fait là, j'ai pré-packagé un certain nombre de choses ici. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai mis dans le variable groupe là, parce que ça, vous ne pouvez pas y avoir accès et ça peut être gênant pour le reconstituer chez vous. Donc en fait, tout simplement, dans Azure DevOps, vous allez dans Pipeline, vous allez ensuite dans Library. Et dans Library, vous avez donc Azure Packer, donc, où j'ai mis client ID, client secret, sub ID, tenant ID. Alors le seul que j'ai caché, c'est le client secret, parce que les autres, de toute façon, c'est pas très grave. Voilà. Le client ID vous donnera pas grand-chose sans le client secret, et ainsi de suite. Bref. Donc ça, c'est les éléments dont on va avoir besoin pour faire en sorte que cette pipeline fonctionne. Voilà, donc ça, je vais le cacher. Tac. Alors, dans Azure DevOps, on a une tâche qui s'appelle donc Packer Build @1, là, donc c'est comme ça qu'elle s'appelle avec la version derrière, là, qui est capable en fait de tout simplement utiliser un template qu'on a et de créer une image à partir de ça. Et donc, ce qu'on a besoin de lui dire, c'est que donc c'est un template de type custom ici. C'est ce que j'ai renseigné là. Et là, ici, on indique donc où est-ce que se trouve le fichier qu'on veut utiliser. Donc, Packer, Azure Ubuntu.json, celui-ci qu'on était en train de regarder tout à l'heure. Ici, dans mes custom template parameters, c'est tout simplement ce qui était indiqué dans la partie variable. Donc, si je fais hop, tac, j'ai mes variables, donc client ID, client secret, tenant ID, etc., etc. Et donc, je vais faire matcher ça avec donc, des variables Azure DevOps qu'on écrit comme ceci. Donc, $, parenthèse, le nom de la variable. Et ces variables-là, on les récupère ici, depuis le groupe de variables ici.
On a aussi également une variable toute seule qui est la VM size. La VM size, je ne l'ai pas mis dans le groupe tout simplement parce qu'on peut avoir différents besoins en fonction du projet qu'on va vouloir déployer. OK ? Donc là, ici, c'est plus simple. Comme ça, vous modifiez juste là cette variable-là pour changer la taille de la VM. Donc moi, j'utilise des DS2 V2 en standard, bien évidemment. Et donc, après, tout simplement, je lui indique le resource group, ça va être Packer Test. Donc, il faut que le resource group il existe à l'avance. Ça, je vous le dis, si jamais vous faites des tests. Sinon, ça ne marchera pas. Ensuite, dans le nom de l'image, je lui indique donc Ubuntu-. Et là, attention, ça, c'est une petite astuce pour pouvoir justement avoir un numéro chrono qui corresponde à quelque chose et pour avoir une traçabilité. Donc, j'utilise en fait une variable automatique, donc les predefined variables de Azure DevOps, donc build.buildNumber, tout simplement. Donc cette variable va me permettre de récupérer tout simplement l'ID de la build que je suis en train de démarrer. Et donc là, ici, je lui ai indiqué en dernier la taille de la VM, et là, je lui indique bien la version de Packer que je veux. Alors attention, avec tous les outils open source, c'est comme avec Docker, si vous ne mettez pas les numéros de version fixes, vous allez vite avoir des problèmes. Il vaut mieux que vous maîtrisiez avec quelle version ça fonctionne, parce que si vous ne le faites pas comme ça, un jour ou l'autre, vous allez lancer votre truc, ça ne marchera plus. On va vous appeler, on va vous dire ça ne marche plus, il n'y a plus rien qui marche. Et le temps de trouver que c'est parce qu'il y a eu un changement de quelque chose dans les versions que vous utilisez, ça va être assez complexe. Voilà, donc là, en fait, avec ce bout de YAML et celui qui est ici, la trigger dev, en fait, à chaque fois que je vais faire un commit dans mon repo, automatiquement, il va aller me démarrer la création d'une nouvelle image depuis zéro. OK ? Donc là, on est sur la partie Packer. Hop, je vais revenir sur mon navigateur. Hop. Non, j'ai pas mis Edge Chrome, c'est le Mac de ma femme, donc c'est elle qui s'en sert. C'est elle qui voit comment elle gère son ordinateur. Donc ici, j'ai tout simplement mon job de tout à l'heure. Donc il y a des étapes supplémentaires qui sont générées par Azure DevOps, donc comme le initialize jobs, checkout, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le Packer build. Le Packer build, donc là en fait, il va nous dire voilà, donc la version installée, c'est bien la 1.5.5 comme vous voulez. Il va lancer tout seul un fix validate, etc. pour valider que donc, notre template il est correct. Et donc il va reprendre tous les éléments qu'on lui a fournis et toutes les commandes qu'on lui a données. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va démarrer le builder, donc il va récupérer les tokens qui vont bien partout. Bon là il nous dit attention, si vous êtes en West Europe, la zone residency elle n'est pas supportée, donc regardez la doc. Et ensuite là il nous dit voilà, je vais créer un resource group qui va s'appeler Packer Resource Group 6Q9 blablabla, celui-là. Celui-là il va être supprimé à la fin, donc essayez pas de le garder, ça sert à rien, c'est pas le but. Donc il le crée bien en West Europe, il va rajouter les tags qu'on a spécifiés tout à l'heure. Donc il fait un premier déploiement pour justement déployer ce key vault. Et ensuite, alors non, parce que là on est sur du Linux, donc il ne le fera pas. Et donc sur du Windows, il le fera par contre, pardon. Donc là, il a déployé le template, et là il récupère donc l'IP public de la VM temporaire en utilisant donc du public endpoint. Et là, à la suite, il va déployer toutes les versions. Enfin tous les scripts en fait qu'on a mis dedans. Donc là, il fait tout simplement un apt update et un apt upgrade en mode forcé. Donc à la fin, voilà. Donc là, il dit voilà, j'ai configuré tout un tas de trucs. Et à la fin, il dit je vais récupérer donc tac tac tac. Là, on a les commandes qui sont spécifiques au déprovisioning de l'agent. Voilà. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc le resource group, il nous dit voilà, j'ai trouvé le nom, j'ai trouvé le disque qui va bien, parce que s'il ne trouve pas le disque, ça ne marchera pas. Et ici, tac, 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 il éteint la VM. OK. Donc là, il vérifie, là, ça je le précise quand même, il vérifie si vous avez mis des disques supplémentaires sur votre VM. Parce que si vous avez mis plusieurs disques, il va peut-être falloir capturer plusieurs disques. Si vous installez un outil type une base de données, quelque chose comme ça, vous avez peut-être besoin de volumes séparés. Donc du coup, il va être capable de les récupérer. Voilà. Donc là, ensuite, il éteint cette VM et à la fin, il va capturer l'image sous forme d'image Azure propre.
Et là, ici, on a le nom de notre image. Donc, Ubuntu-2020 0425.12. Et donc, ça va être en West Europe. Donc, à la fin, il dit le ressource group a été créé par Packer. Je le supprime. Je supprime le disque temporaire, etc. etc. Donc là, il nous dit erreur. Donc, ça, c'est normal. C'est juste pour parce qu'il vérifie à la fin que tout a été supprimé. Voilà. Et ici, donc, on a toutes les infos. On a Excuse-moi. Oui. Normalement, ça devrait être bon, mais la résolution sur YouTube n'est pas super top. Est-ce que tu pourrais zoomer un petit peu plus? Pas beaucoup, mais juste un peu pour que les gens vous voient mieux. Comme ça, c'est bon? Je crois que oui, oui. Vous me dites, hein? Merci. Pas de souci. Donc oui, effectivement, là, donc on retrouve toutes les infos. Donc si je vais dans Azure et que je regarde donc dans Packer Test, donc mon ressource groupe, hop, je vais dans Packer Test. Tac. Mon ressource groupe. Donc là, en fait, vous voyez que je m'en suis servi pas mal de fois quand même de ce petit truc là. Et donc l'image, la dernière version, c'est Ubuntu 2020 04 25 12, qui est la 12e itération de la journée. Parce que j'ai fixé des bugs ce matin. Donc voilà. Donc ça, c'est pour vous donner une idée en fait de ce qu'on peut faire avec Packer. Alors bien évidemment, ça marche pour d'autres OS. Il y a d'autres façons de faire. Vous pouvez regarder sur mon blog, j'ai publié déjà pas mal de trucs autour de Packer. Vous pouvez regarder aussi la doc de Microsoft parce que Microsoft se sert de Packer pour proposer des images dans la marketplace d'Azure. Donc vous pouvez regarder leurs docs, elles sont plutôt pas mal. Vous pouvez regarder aussi sur GitHub, il y a pas mal d'exemples. Et vous pouvez aussi trouver des exemples. Moi, j'ai fait un scénario pour pouvoir déployer un cluster Kubernetes sur de l'Hyper-V en générant des images Ubuntu à la volée sur un Hyper-V. Donc il y a largement matière je dirais, à s'amuser avec cet outil-là pour faire des choses très sympas. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie Packer. Donc maintenant, on a une jolie image qu'on est capable de déployer, hein, bien évidemment. Donc si je vous montre ici donc cette image Ubuntu machin, là, je clique sur créer une VM et là automatiquement je vais pouvoir créer une VM à partir de ça. Il va être capable de le faire tout seul. Nous, c'est pas ce qu'on veut parce qu'on va pas vouloir la déployer à la main cette VM. Nous, le but c'est d'être un peu feignant et d'être un peu feignant surtout. Donc du coup l'idée c'est vraiment ça. Ça va être de voir comment on peut utiliser cette image pour aller créer une infrastructure correcte. Alors je zoome sur le portail aussi. Voilà. Normalement ça devrait être pas mal. Donc voilà, donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser Terraform pour déployer notre squelette d'infrastructure. Ce qu'on va vouloir déployer c'est une infrastructure tout à fait basique, hein. On va rester sur des choses simples. Alors juste vérifier lequel, voilà, Terraform. Donc là j'ai mis volontairement des fichiers très séparés pour que ce soit plus simple à comprendre pour tout le monde. Donc j'ai à la base un fichier qui s'appelle rg.tf. Donc dans ce fichier, en plus c'est des exercices que j'ai fait avec des gens. C'est quelque chose qu'ils ont fait eux-mêmes en moins d'une journée, donc c'est quelque chose qui s'apprend assez vite. Terraform, comment ça marche? C'est que vous allez avoir besoin d'apprendre un petit langage, qui est le HCL. Le langage est assez basique. Vous allez avoir besoin d'un mot-clé ici, donc ressources, par exemple. On verra qu'il y en a d'autres après. Le type de la ressource que vous voulez déployer, donc ça, vous ne pouvez pas l'inventer, là, le type de ressource. Il faut les regarder dans la doc de Terraform. Donc si je vais en live, donc Terraform, vous allez dans la doc, vous allez ensuite dans Provider, ici, je vais peut-être zoomer un peu. Hop, voilà, Provider, tac. Ensuite, je vais dans Major Cloud et je vais chercher dans Azure. Là, ensuite, ici, on a tous les types de ressources qui sont supportés par le provider, qui vient de passer en 2 points, je ne sais plus combien aujourd'hui, mais la 2 vient d'arriver. Et donc, on a tout un tas d'éléments pour pouvoir configurer du MySQL, parce qu'on peut faire aussi des services PaaS avec. Là, on est sur du IaaS. Donc voilà, vous avez tous les éléments là-dedans. La doc, elle est plutôt bien faite. Elle est plutôt claire. Et vous allez avoir à chaque fois deux types de choses. Si vous prenez les ressources, donc on va aller dans quelque chose de basique. Tac, 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 qui sont où les bases ressources? On va aller sur un ressource groupe, comme ça. On aura quelque chose de simple. Base ressources, Azure RM ressource groupe. Et donc, on aura toujours la même structure. Donc, les références arguments ici,
les arguments à indiquer. Donc là, name, location. Donc on a name, location. Et en optional, on a tag pour pouvoir taguer ce qu'on déploie. Et en attribute référence, c'est ce qu'on va être capable de récupérer automatiquement, en plus des arguments qu'on a là. Donc là, on va être capable de récupérer un ID unique qui pointe vers notre ressource groupe, si jamais il y en a besoin. Voilà. Donc la doc, elle est plutôt complète. Allez-y. Moi, à chaque fois que je fais quelque chose sur Terraform, j'ai toujours la doc sous les yeux pour vérifier s'il n'y a pas eu des nouveautés, des choses comme ça, parce que c'est très dynamique. Donc allez-y, hein, n'hésitez pas. Hop là. Tac. Donc, du coup, on reprend. Donc, ressources Azure RM ressources group tf-rg. Alors, ce petit tf.rg, c'est une variable en fait au sein de Terraform qui va pouvoir vous permettre justement de référencer votre ressource groupe ailleurs, dans d'autres sources. Par exemple, si je prends ma VM va avoir besoin d'être déployée dans un ressource group. Et donc, pour pouvoir attaquer, donc, entre guillemets, ce ressource group, je ne vais pas l'écrire en dur, le nom du ressource group ou l'ID du ressource group. Je vais lui indiquer plutôt directement la référence vers mon objet. Donc, mon objet, c'est Azure RM en ressource group. Ça, c'est le type de l'objet qu'on veut récupérer. Et on va vouloir récupérer donc tf-rg. Et on va vouloir récupérer l'attribut name pour pouvoir justement éviter d'avoir besoin éviter d'avoir besoin d'écrire le nom en direct. Et aussi, ça va permettre autre chose, ça va permettre de faire en sorte que Terraform puisse calculer les dépendances entre les différents éléments qu'on va vouloir déployer. Donc voilà. Donc tout ça, là, bien évidemment, vous pouvez y avoir accès sur le lien que j'ai donné tout à l'heure. Je peux peut-être le rafficher, ou sinon, si quelqu'un peut le mettre dans les commentaires, ça serait vachement chouette. Hop. Je m'en occupe. Tu peux ? Hop, tac, tac. Pourquoi je peux pas... Voilà. Tac. Tac. Alors, attends. Je te l'envoie par Skype, Oui, Marius ? mets-le dans le Skype et je le prends. Merci. Hop là, voilà, comme ça, tout le monde pourra aller voir directement aussi, ce sera plus simple. Donc, dans les autres types de ressources qu'on a à disposition, enfin les autres types d'éléments qu'on va pouvoir utiliser avec Terraform, on a aussi les éléments data. Donc, les éléments data, là, ils vont nous servir dans le projet actuel. Pourquoi ? Parce qu'on a une image dans Azure et cette image, elle n'est pas créée par Terraform. Donc, pour pouvoir y accéder et pour pouvoir la récupérer, on va devoir utiliser data. Et donc, data, il a une ressource qui s'appelle Azure RM Image. Donc, ça tombe bien puisque c'est des images qu'on veut récupérer. Et on va pouvoir utiliser donc en fait name regex, tout simplement parce que nous, notre nom est dynamique, il change à chaque build. Et on va pouvoir récupérer donc tout ce qui commence par Ubuntu- et donc il va nous les envoyer. Alors ici, la petite astuce pour récupérer toujours la dernière, c'est de faire un sort descending à true. Comme ça, il va nous renvoyer la liste de tout. Il va les inverser. Et donc la dernière, c'est notre image qu'on veut déployer. Ici, on a donc notre ressource groupe pour pouvoir lui indiquer en variable. Donc là, on a un petit nouveau mot-clé que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc var.imagerg. Donc à quoi ça référence ? Ça référence à des variables que j'ai mis dans un fichier variable. Donc variable imagerg, c'est pour lui indiquer où est-ce que se trouve mon ressource groupe avec l'image que je veux utiliser. Donc par défaut, je lui ai mis la valeur Packer test. Quand vous mettez une valeur par défaut, ce qui va se passer, c'est que si jamais dans le déclenchement de Terraform, vous mettez une autre valeur, il va tout simplement utiliser votre valeur et pas la valeur par défaut. Le fait de mettre des valeurs par défaut va vous éviter une problématique qui pourrait être que votre job plante dans Azure DevOps et qui reste bloqué pendant toute la durée jusqu'à la fin du timeout du job dans Azure DevOps. Donc si vous avez configuré un timeout à 2 heures, il faudra attendre 2 heures pour qu'ils vous disent non, ça ne marche pas parce que tu n'avais pas spécifié une variable. Voilà. Donc Terraform, c'est quelque chose qu'il faut utiliser pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. L'exemple que je vous donne là, il est assez simple, c'est pour déployer une VM avec 3 règles de pare-feu dans un NSG ici. Là. Hop, donc là, on a une règle pour tout ce qui est management, pour activer le SSH, on verra pourquoi après. Et on a une règle pour autoriser le port 80, le port 8080 et le 443. Tout simplement pour faire du web. Voilà.
Donc ça, c'est mes 2 règles que je déploie dans un NSG, tout simplement. Donc, comment on utilise ça? Il y a un premier truc à faire. Donc là, nous, on le fait au travers de Azure Pipeline, mais vous pouvez le faire aussi en local en utilisant Terraform. Et donc, il faudra faire les mêmes commandes. Donc nous, là, on est sur un mode de déploiement où on veut que ce soit complètement automatique et sans avoir besoin d'intervenir. Donc on a besoin d'indiquer à Terraform, par le biais donc, de variables d'environnement, comment il va se connecter à Azure. Donc moi, je lui spécifie donc, les mêmes éléments que ceux que j'avais plus haut pour Packer. Et donc je vais utiliser donc, de l'Azure CLI, tout simplement. Donc c'est du bash. Donc j'utilise les bonnes syntaxes qui correspondent. Donc je fais un export de toutes mes variables d'environnement qui sont nécessaires. Ensuite, je vais faire un Terraform init. Donc ça, c'est la première commande à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le Terraform init, il va donc vérifier tous vos templates que vous avez à disposition dans le repo. Et tout simplement, il va aller télécharger tous les éléments nécessaires, donc les providers, etc., pour pouvoir appliquer le job. Voilà. Ensuite, la deuxième opération à faire, donc si vous le faites à la main, vous pouvez aussi utiliser l'étape plan. Là, pour le coup, dans notre exemple, on ne s'en sert pas. On fait un apply directement et on va donc faire un apply en mode no color. Pourquoi? Parce que sinon, dans Azure DevOps, on va avoir des affichages très moches. Auto-approve pour pas qu'il nous pose de questions. Et input false au cas où on aura oublié de setter une variable, tout simplement. Voilà. Donc lui, il va aller chercher ces éléments dans les sources de Terraform, donc dans le dossier Terraform qui est ici. Et voilà. Donc ça, c'est un job aussi que vous pouvez réutiliser tel quel. Et donc je vais vous montrer le résultat dans Azure DevOps. Donc là, 4e attempt. Hop. Hop là. Donc ici, on a le job Azure CLI. Alors, petite astuce. Non, ça c'est pour après. Je vous le dirai après. Voilà. Donc là, en fait, il est en train de créer tous les éléments. Donc là, je n'utilise pas de state, je n'utilise rien de tout ça. Je fais juste du déploiement direct. Bon, il y a ma fille qui m'appelle. C'est du live. Donc là, ici, il me donne l'IP de ma VM. Et donc, si je regarde, normalement, hop, en théorie, elle devrait déjà être configurée. Bon, apparemment pas, c'est pas très grave, c'est pas le plus important. Alors, donc du coup, si vous regardez, hein, Terraform, il vous dit exactement ce qu'il fait, dans quel ordre, etc. Voilà, donc là, il n'y a rien à rajouter. Donc je sais que c'est un peu rapide comme transition, mais il ne me reste pas très longtemps. Donc on va attaquer la partie Ansible rapidement pour comprendre comment on va pouvoir justement l'utiliser dans ce contexte-là. Hop, donc on va aller dans un dossier qui s'appelle Ansible. Donc vous l'avez aussi dans le repo, vous pouvez le récupérer. Ansible, il a besoin d'une structure assez particulière pour pouvoir fonctionner. Il a besoin de quelques fichiers. Donc il a besoin déjà d'un playbook avec ce qu'il va devoir faire. Donc ça, on va y revenir après. Il a besoin d'un fichier de config avec le host key checking à false. Pourquoi? Parce que notre machine, elle est recréée systématiquement, donc on n'a pas l'autorisation SSH. Ensuite, on a besoin dans un dossier inventory et un autre sous-dossier éventuellement. Donc moi, c'est comme ça que je fais. Hein. Vous pouvez mettre North Europe, etc. et faire du zoning. Vous allez avoir besoin d'un fichier d'inventaire. Ce fichier d'inventaire, il doit s'appeler quelque chose underscore Azure underscore rm.yml. Donc ici, vous allez lui indiquer ça. Et donc en fait, automatiquement, il va utiliser donc, le plugin Azure RM. Et il va faire donc une recherche dans le resource group qui est présent là. Donc là, ici, moi, j'ai mis le RG Terraform que j'ai généré avec Terraform tout à l'heure. Et en source, je vais lui mettre haute source auto. Comme ça, il va se débrouiller par lui-même pour pouvoir récupérer l'authentification. On en reparlera juste après. Location West Europe, pourquoi je mets un Location West Europe? Tout simplement parce que je veux être sûr de ne pas récupérer d'autres machines. Là, ce qui m'intéresse dans mon inventory, c'est de gérer tout ce qui est West Europe. Donc si je mets autre chose, ça ne marchera pas. Et là, ici, fail on template error, je l'ai mis à false pour que, en fait, quand on lance au travers d'Azure DevOps, on ait des informations d'erreur et non pas juste ça n'a pas marché, quoi. Enfin, c'est tout simplement la gestion des erreurs, quoi. Alors ici, j'ai fait quelque chose de très sale qu'il ne faut pas faire, mais je l'ai fait quand même pour la démo. C'est qu'ici, j'ai renseigné donc en dur mes credentials. Bien évidemment, dans la vraie vie, on utiliserait du key vault et on utiliserait donc des commutateurs pour pouvoir envoyer donc ces fameuses 4 variables qui sont nécessaires à minima. Donc user, password, become user et become password.
Donc Bcom, c'est tout simplement pour prendre les droits en mode élevé. Donc sudo, run as, qu'est-ce qui peut, enfin, je sais plus ce qu'il y a d'autre, mais tout ce qui permet d'avoir une élévation des privilèges. Donc là, comme on est sur du Linux, c'est du Bcom, c'est standard, donc on n'a pas besoin de mettre la méthode, etc. Et si on est sur du Windows, il faudrait mettre un méthode run as, etc., etc. Et voilà. Donc dans mon playbook qui est assez simple, j'ai mis quoi? J'ai mis host all, parce qu'en fait, je veux configurer tous les hosts. On pourrait mettre des groupes qu'on récupérerait. Donc ça, j'ai fait un article qui va bientôt paraître pour expliquer tout ça, comment ça marche avec le plugin Azure. Dans les tâches, donc j'ai une tâche toute simple, hein, apt. Je veux m'assurer que Nginx est dans la version latest directement. Et ensuite, je veux démarrer Nginx, donc démarrer le service. Voilà. Donc ça, c'est un playbook qui fonctionne. Hein. Il est très basique, très sommaire, mais il fonctionne. Et ici, on a le mot-clé Bcom. Pourquoi? Parce que pour pouvoir installer le package sur un Linux, il faut être administrateur, donc avoir les droits root, être dans la liste des sudo, etc. Comment on fait ensuite pour lancer ça dans Azure DevOps? Tout simplement, tac. On utilise de l'Azure CLI également. Hop. Et là, ici, en fait, j'utilise, donc là, je vérifie que le host key checking, il est aussi false. Et ici, je fais donc un pip install Ansible avec des crochets Azure, tout simplement pour qu'il s'assure que j'ai bien toutes les dépendances sur mon agent hosted pour pouvoir contrôler de l'Azure et donc avoir tous les trucs MS REST, etc., etc., qui sont nécessaires. Ensuite, j'utilise la commande Ansible-playbook avec un "-i" de inventory West Europe pour qu'il aille automatiquement chercher donc, les éléments qui sont là-dedans. Hop, et je lui indique donc mon playbook que je veux démarrer. Et je lui indique également dans quel directory il travaille. Si on reprend tout ça, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne ça. Tac, on va aller ici. Voilà. Donc j'ai buildé une image avec Packer, je l'ai déployée avec Terraform, et là je vais la configurer en utilisant Ansible. Alors c'est là où on va voir si tout a fonctionné, parce que j'ai des petits bugs ce matin. Donc là il me télécharge toutes les librairies nécessaires pour faire de l'Azure avec Ansible. Donc là il me dit j'ai récupéré une version qui n'est pas la bonne apparemment. Et il me dit, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit changed, blablabla, hop là, ouais, un problème de droit sur, il n'arrive pas à récupérer en fait le token. Après, dans l'idée, en fait, ça fonctionne. Là, il faudrait juste que je corrige ça. Dès que c'est corrigé, à la limite, je vous enverrai un petit lien pour vous expliquer ce qui manquait. Voilà. Mais globalement, ce qu'on voit, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est capable, sans lui spécifier de nom de machine, de récupérer dynamiquement les machines dans Azure en utilisant donc le plugin d'inventory automatique. Voilà. Donc si on récapitule, c'est un peu rapide sur Ansible, je suis désolé, mais hop. Si on récapitule, on a vu comment on crée des images, comment on les déployait et comment les configurer avec Ansible. Donc voilà. Donc n'hésitez pas après la session à aller regarder donc un truc qui s'appelle le Terraform Registry, qui est donc un endroit où il y a énormément de choses pour pouvoir justement construire vos propres modules Terraform, parce que vous pouvez créer des modules avec, ça j'en ai pas parlé là. Vous pouvez aller voir aussi la Galaxy Ansible pour pouvoir récupérer des packages, des rôles, etc. qui sont déjà faits pour pouvoir faire un accélérateur. Pour tout ce qui est Packer, regardez la doc sur Azure. Et puis, si vous voulez d'autres trucs rigolos, vous pouvez aussi aller sur mon blog, etienne.deneuve.xyz. Vous pouvez tout récupérer, tout est gratuit, tout est open source, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous pouvez l'utiliser aussi à titre professionnel. Donc, si vous me cherchez, Etienne, des infos sur Twitter. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Excellente session, Étienne, merci. Je te retiens peut-être juste 30 secondes, pas plus, parce qu'il y a une seule chose que j'aimerais remonter de ce qui reste à discuter du chat. Il y avait un débat assez intéressant sur est-ce que c'est rentable de faire l'investissement dans du Packer / Terraform, et je pense que c'est surtout le Packer le sujet, dans un parc informatique assez réduit de 20 à 30 VM, qui sont peut-être potentiellement un peu différentes. Linux, Windows, je ne sais pas. En fait, ce qu'il faut voir pour savoir si c'est intéressant de faire du Packer, c'est de savoir déjà si c'est
même si tu as du Windows et du Linux, est-ce que à chaque fois c'est les mêmes familles d'OS? Est-ce que c'est que du Windows Server 2019 et que de l'Ubuntu, je sais pas moi, 20.04 LTS, admettons? Si tu es dans ce cas-là, oui, ça va valoir le coup. Après, c'est pas non plus un outil qui est, je dirais, over complexe. À partir du moment où tu es capable d'utiliser deux, trois petites choses enfin, faire des scripts PowerShell ou des scripts Shell, tu vas pouvoir les intégrer directement dedans. L'intérêt, c'est que tu vas pouvoir faire des images que tu vas mettre à jour régulièrement, pour de vrai, tout le temps. Pas juste, tiens, j'ai pensé à mettre à jour le master qui traînait dans un coin. Le but, c'est pas ça. Parce qu'en fait, la problématique dans les boîtes, c'est souvent ça. On fait un Golden Master et au bout de 3 ans, on se rend compte, ah bah ouais, mais attends, il y a une tonne de mises à jour à faire dedans à chaque fois. Là, avec Packer, ça va être différent. Ton template, à chaque fois que tu vas le lancer, tu obtiendras le même résultat. Et si Donc ça ne marche l'investissement, pas, oui, voilà, l'investissement, c'est pas sur la taille nécessairement du parc, mais c'est sur la durée du retour d'investissement. Merci beaucoup, Étienne. Merci. On se prépare pour la session suivante. Stay bonne journée à tuned. tous. Amusez-vous bien.